Candace, we took a look at one of the boxes that was being prepared for a family that's going to pick it up tomorrow. It contains, theoretically, 9 meals, 3 meals a day for 3 days, filled with starches, filled with canned goods. There are lines here typically on Tuesdays and Thursdays. People haven't received their SNAP payments all month, and they are now traveling out of their own neighborhood to various food pantries, including this one behind me, just to keep food on the table. Il arrive parfois que le fonctionnement habituel des institutions soit sensiblement modifié. Dans certains cas, ce n'est pas le résultat immédiat qui retient l'attention, mais la manière dont les procédures formelles s'écartent des normes attendues. Le 9 novembre, le juge Arthur Engoron de la Cour suprême de New York a ordonné le gel immédiat d'une série d'actifs financiers et immobiliers liés au président Donald J. Trump et à son entreprise, la Trump Organization. Cette mesure a été prise dans le cadre d'une procédure civile en cours, intentée par la procureure générale de l'État, Letitia James, qui accuse Trump et ses enfants d'avoir artificiellement gonflé la valeur de leurs biens afin d'obtenir des avantages financiers auprès des banques, des compagnies d'assurance et des investisseurs. La décision judiciaire est intervenue après la révélation de comptes bancaires jusqu'alors non déclarés par la défense, ce qui a considérablement modifié l'appréciation du tribunal quant aux risques liés au déroulement de l'affaire. L'ordonnance autorise le gel des comptes et des biens aux États-Unis et à l'étranger, y compris des propriétés emblématiques telles que la Trump Tower, le complexe Mar-a-Lago, des hôtels et des terrains de golf, ainsi que des comptes bancaires et d'investissement. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à la conséquence immédiate de l'ordonnance judiciaire. Le gel des avoirs d'un président américain en pleine procédure civile représente une exception dans la tradition institutionnelle du pays. Cette mesure interrompt non seulement la libre circulation des biens de la Trump Organization, mais marque également un nouveau niveau de confrontation juridique face aux soupçons de fraude patrimoniale impliquant des personnalités publiques. La décision judiciaire se fonde sur l'identification, au cours de la phase d'instruction de la procédure, de mouvements financiers jugés incompatibles avec les registres officiels fournis par la défense. Parmi les documents analysés, des preuves ont été trouvées concernant des comptes bancaires qui n'avaient pas été mentionnés dans les déclarations précédentes, renforçant ainsi les soupçons de dissimulation d'actifs susceptibles de compromettre l'exécution d'une éventuelle condamnation. Selon le juge, la persistance de pratiques qui nuisent à la transparence de la procédure justifierait le gel préventif des avoirs, afin de garantir l'intégrité du procès. Tout au long de la procédure, le procureur général a fait valoir que Trump et ses dirigeants avaient gonflé la valeur de leurs biens immobiliers jusqu'à 2,2 milliards de dollars, dans le but d'obtenir des financements à des conditions avantageuses et de réduire leurs obligations fiscales. Selon l'accusation, le même bien était enregistré à des valeurs différentes selon l'objectif visé, surévalué pour obtenir un crédit, sous-évalué pour réduire la base imposable. Cette pratique, bien que courante dans les litiges commerciaux, prend une autre dimension lorsqu'elle est associée à la position publique du défendeur et à l'ampleur des ressources en jeu. Lors d'une audience précédente, l'ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, avait déjà déclaré sous serment devant la Chambre des représentants que le président de l'époque recourait régulièrement à cette pratique, citant les noms d'autres dirigeants de la Trump Organization comme participants ou témoins des opérations. Ce récit, initialement contesté, a été corroboré par des documents joints au dossier et par la récente découverte de comptes non déclarés. La décision judiciaire du 9 novembre a été motivée par la crainte que, compte tenu de la gravité des preuves, le défendeur ou ses représentants puissent prendre des mesures pour vider le patrimoine d'une éventuelle condamnation. Le gel est de nature préventive et s'inscrit dans la phase de jugement sommaire, au cours de laquelle le juge peut statuer sur une partie des accusations sur la base des preuves déjà présentées, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un jury.
Un Goron a jugé recevable l'argument selon lequel la poursuite des opérations financières de l'entreprise, sans supervision judiciaire, représenterait un risque pour l'efficacité des sanctions requises par l'accusation. La mesure comprend également une amende infligée aux avocats de Trump pour avoir insisté sur des arguments déjà rejetés par la Cour dans des décisions antérieures. Chacun d'entre eux a été condamné à payer 7 500 $ pour litige de mauvaise foi. Cette sanction, bien que symbolique au regard des montants en litige, renforce la position de la Cour quant à la nécessité d'une responsabilité procédurale à toutes les étapes de l'instruction. La portée de l'ordonnance judiciaire est significative. Outre les biens immobiliers et les comptes aux États-Unis, elle peut concerner des actifs liés à des filiales de la Trump Organization à l'étranger, tels que des terrains de golf en Écosse et des propriétés d'entreprises en Amérique latine. Le juge a clairement indiqué que cette mesure ne préjugeait pas de la culpabilité, mais constituait une mesure conservatoire nécessaire pour garantir qu'à l'issue du procès, l'exécution du jugement, en cas de condamnation, ne se heurte pas à des obstacles pratiques insurmontables. Selon la décision, la découverte de comptes bancaires cachés a changé l'axe de l'évaluation judiciaire, car elle a compromis la crédibilité des déclarations financières présentées par la défense et a soulevé des doutes quant à l'étendue réelle du patrimoine en litige. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... procédure pour fraude financière constitue une obstruction civile et renforce la nécessité d'une protection juridictionnelle élargie. Les répercussions de l'affaire ont dépassé les limites du tribunal. Quelques minutes après l'annonce de la décision, le marché des cryptoactifs a subi une chute brutale, avec des pertes estimées à environ 19 milliards de dollars. Les experts attribuent cette réaction à l'exposition indirecte de Trump dans des opérations liées au secteur et à l'instabilité générée par les incertitudes quant à la destination de ces investissements. Les institutions financières associées à la Trump Organization ont lancé des procédures internes de révision des contrats et des transactions récentes face au risque de sanctions supplémentaires ou de responsabilité solidaire. Les analystes juridiques ont qualifié cette décision comme l'une des plus sévères jamais prises à l'encontre d'un président dans le domaine civil, soulignant son potentiel institutionnel. Cet épisode a relancé les débats sur les limites entre la responsabilité des entreprises et la protection juridique des anciens occupants de la Maison-Blanche, et a suscité des réactions divergentes parmi les commentateurs et les praticiens du droit. Jusqu'à présent, la défense de Trump s'est caractérisée par des tentatives de disqualification de la procédure. Les avocats ont fait valoir que le procureur général n'était pas compétent pour intenter une action, car, selon eux, il n'y avait pas de préjudice direct pour le public. Ils ont également soutenu qu'une partie des accusations était prescrite et que les déclarations patrimoniales comportaient des clauses d'exemption suffisantes pour écarter la responsabilité juridique. Tous ces arguments ont été rejetés par le juge. La décision d'Engoron a réaffirmé que l'absence de préjudice direct pour le consommateur n'exonère pas de la responsabilité pour fraude contre le système financier, et que le comportement examiné répond aux critères d'intérêt public prévus par la législation de l'État. En ce qui concerne l'argument de la prescription, le magistrat a estimé que les actes contestés sont de nature continue et que la découverte de nouveaux éléments, tels que les comptes cachés, renouvelle les délais d'examen judiciaire. La mention explicite de l'existence de ces comptes a été déterminante dans l'argumentation de la Cour sur la nécessité du gel. À ce jour, la Trump Organization n'a pas réussi à débloquer aucun des actifs inclus dans la décision. Les biens restent indisponibles à la vente, au transfert ou à l'utilisation comme garantie financière. L'entreprise reste autorisée à poursuivre ses activités habituelles, telles que la gestion d'hôtels et de terrains de golf. Mais tout mouvement extraordinaire de patrimoine est soumis à l'examen et à l'autorisation préalable du tribunal. La décision n'empêche pas directement la génération de revenus, mais complique le maintien de la liquidité, car elle empêche la restructuration des actifs ou l'obtention de nouveaux financements sur la base des biens gelés. Les analystes économiques soulignent que cette mesure
pourrait compromettre la capacité opérationnelle de l'entreprise à moyen terme, surtout si la procédure se prolonge pendant des mois ou des années sans aboutir. La question centrale reste toutefois la légitimité de la dissimulation d'actifs au cours d'une procédure judiciaire, élément qui tend à orienter les prochaines étapes de l'enquête. C'est dans ce contexte que la décision judiciaire du 9 novembre a été considérée non seulement comme une mesure de précaution juridique, mais aussi comme un événement ayant des implications plus larges pour le débat institutionnel américain. Le gel des avoirs, bien que prévu par le système juridique, est rarement appliqué de manière aussi globale à des personnalités politiques de haut rang. La justification présentée par le juge, risque de dissipation patrimoniale face à des preuves dissimulées, établit une nouvelle référence interprétative sur la portée de la protection judiciaire dans les procédures de fraude financière. La tension entre les principes de présomption d'innocence et de protection de l'ordre juridique s'est matérialisée de manière singulière dans cette affaire, suscitant des positions divergentes parmi les universitaires, les juristes et les acteurs politiques. Alors que certains voient dans cette mesure un progrès en matière de responsabilité institutionnelle, d'autres mettent en garde contre le précédent qui pourrait ouvrir la voie à des abus de pouvoir dans de futurs litiges. La décision du juge Arthur Engoron de geler les actifs de la Trump Organization n'est pas sortie de nulle part, ni ne constitue une mesure isolée dans le cadre du système juridique new-yorkais. Il s'agit d'une réponse articulée dans le cadre d'une procédure qui remonte à 2019, lorsque Letitia James, récemment élue procureure générale de l'État de New York, a lancé une série d'enquêtes civiles liées à la conduite commerciale de Donald Trump. Ces enquêtes reposaient initialement sur les déclarations de Michael Cohen, ancien avocat personnel du président de l'époque, qui a affirmé sous serment devant le Congrès que Trump gonflait systématiquement la valeur de ses actifs dans les documents bancaires et les dépréciait dans les rapports fiscaux. Les déclarations de Cohen, qui avaient alors été accueillies avec scepticisme par les membres du Parti républicain, ont finalement servi de point de départ à la constitution d'un dossier de preuves plus complet, fondé sur des registres financiers, des expertises indépendantes et des documents obtenus par voie de citation à comparaître. C'est à partir de ce moment que l'on observe l'action combinée de plusieurs institutions. Le procureur général de l'État a saisi la Cour suprême de New York pour demander l'accès aux registres bancaires et fiscaux de la Trump Organization en s'appuyant sur des dispositions du Code civil de l'État qui autorisent les enquêtes d'intérêt public, même en l'absence d'accusation pénale. Parallèlement, l'Internal Revenue Service, IRS, l'agence fédérale chargée de la perception des impôts, a commencé à surveiller les opérations financières de Trump et de ses enfants, car les pratiques alléguées pourraient constituer une évasion fiscale interétatique, avec des effets au-delà des frontières de New York. La coordination entre le niveau étatique et le niveau fédéral, bien que limitée par des compétences distinctes, a donné lieu à un champ juridique de convergence dans lequel les preuves recueillies dans une instance étayaient les questions soulevées dans une autre. Ce chevauchement des sphères a créé un scénario dans lequel toute incohérence documentaire prenait un poids décuplé, puisqu'elle pouvait être réinterprétée sous de multiples angles juridiques. Le recours à des actions civiles comme moyen de responsabiliser les dirigeants politiques actifs dans le monde des affaires n'est pas nouveau dans la tradition juridique des États-Unis. Des affaires antérieures, telles que les litiges impliquant les fondations caritatives de la famille Clinton, ou les questions relatives au financement de la campagne de Michael Bloomberg, illustrent comment la frontière entre les activités privées et publiques est souvent mise à rude épreuve par des dispositifs juridiques visant à préserver l'intégrité institutionnelle. Cependant, l'affaire Trump introduit un élément d'une ampleur sans précédent. Le volume des actifs en litige, la diversité des territoires concernés et la notoriété de la personne poursuivie créent un type de litige qui échappe aux catégories traditionnelles. Partant de ce constat, la décision du juge Engoron de geler les avoirs, avant même la fin du procès, s'appuie sur des précédents liés à des mesures de sauvegarde patrimoniale, souvent appliquées dans des affaires de fraude d'entreprise impliquant des conglomérats opérant à l'échelle internationale. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire a suscité des réactions différentes parmi les experts.
Pour les juristes alignés sur la doctrine de l'intérêt public élargi, l'action du procureur général représente une application légitime du principe de moralité administrative dans la sphère privée, dans la mesure où les pratiques frauduleuses des entreprises publiques peuvent compromettre la confiance institutionnelle. Pour les analystes plus conservateurs, en revanche, cette mesure est considérée avec prudence, notamment en raison de son potentiel à devenir un instrument de représailles politiques déguisé en rigueur technique. Ce conflit d'interprétation n'est pas nouveau, mais il gagne en complexité lorsqu'il implique des personnalités telles que Trump, dont les activités commerciales sont indissociables de sa carrière politique. En termes réglementaires, le Code civil de New York prévoit que dans les cas de fraude susceptibles de nuire au marché financier, le juge peut adopter des mesures conservatoires de protection du patrimoine, à condition qu'il existe des indices de dissimulation d'actifs. L'existence de comptes bancaires non déclarés dans ce contexte est alors considérée comme un motif légitime pour la mesure adoptée. On ne peut ignorer que l'architecture juridique de l'affaire a également été façonnée par des facteurs politiques, même si c'est de manière indirecte. L'élection de Letitia James au poste de procureur général en 2018 s'est déroulée dans un contexte de forte mobilisation progressiste à New York, avec des promesses explicites de lutter contre la corruption des entreprises et de rétablir les normes d'intégrité institutionnelle. L'enquête contre Trump comporte donc non seulement des éléments techniques, mais aussi des attentes quant au rôle de la justice dans le rétablissement de la confiance du public. D'autre part, le fait que le juge responsable soit le même que celui qui avait déjà rejeté les arguments de la défense lors des phases précédentes du procès a contribué à donner une impression de continuité et de cohérence interne dans le jugement. Engoron avait déjà averti les avocats de la Trump Organization pour avoir présenté des arguments répétés, et sa décision d'imposer des amendes renforce l'idée que le tribunal cherche à affirmer son autorité face aux tentatives d'obstruction procédurale. L'escalade de l'affaire avec le gel des avoirs doit être interprétée comme une conséquence logique de cette évolution, et non comme un geste isolé ou surprenant. Cette interprétation est renforcée par les analyses comparatives réalisées par des professeurs de droit des affaires qui suivent l'affaire. Dans des articles universitaires récents, des experts soulignent que la combinaison de litiges civils, d'enquêtes fiscales et de scrutins politiques crée une situation sans précédent dans laquelle les mécanismes classiques de défense patrimoniale perdent leur efficacité. En gelant les avoirs, le tribunal désarticule de manière préventive les stratégies courantes de protection des actifs, telles que les transferts vers des holdings situés dans des paradis fiscaux, ou les restructurations internes qui rendent difficile le suivi des flux financiers. Cette mesure empêche également la dilution du patrimoine par des ventes rapides, fréquentes dans les cas où les défendeurs tentent de minimiser leurs pertes en anticipant le verdict final. En d'autres termes, en empêchant la Trump Organization de modifier la configuration de ses actifs pendant le procès, le tribunal garantit la viabilité matérielle d'une éventuelle condamnation. Cette position est étayée par la jurisprudence dans des affaires telles que celle d'Enron, dans laquelle des actifs ont été dissipés avant le jugement, compromettant l'exécution judiciaire et limitant la réparation des victimes. D'un point de vue pratique, le gel affecte non seulement la structure de la Trump Organization, mais aussi un réseau d'entreprises et d'investisseurs qui opèrent en partenariat avec la holding. À la suite de l'ordonnance judiciaire, les banques qui entretiennent des relations commerciales avec le groupe ont commencé à réviser leurs contrats, à suspendre leurs transactions et à bloquer temporairement leurs lignes de crédit, même sans ordre spécifique de le faire. Cette réaction en chaîne est courante dans les procédures impliquant des risques élevés pour la réputation, car les institutions financières cherchent à se protéger contre d'éventuelles implications juridiques. Dans le cas spécifique de Trump, l'effet multiplicateur de la décision touche également des secteurs tels que l'hôtellerie, la gestion immobilière et les investissements internationaux, dans lesquels le président détient une participation directe ou indirecte. Ainsi, ce qui était initialement un litige entre l'État de New York et une personne morale spécifique influence désormais un ensemble plus large d'acteurs économiques, ce qui accroît la complexité du litige.
C'est sur ce point que le débat sur les limites de l'action en justice s'intensifie. D'une part, certains soutiennent que face à des indices de fraude et de dissimulation de patrimoine, des mesures énergiques sont non seulement justifiées, mais nécessaires. D'autre part, certains voient dans l'ampleur de l'ordonnance judiciaire un risque pour la prévisibilité de l'environnement commercial, car la simple suspicion d'irrégularité, lorsqu'elle s'applique à des personnalités publiques, peut avoir des effets collatéraux disproportionnés. Cette tension entre la garantie de la justice et la stabilité économique est au cœur des discussions sur l'action du pouvoir judiciaire dans les affaires à fort impact politique. Les analystes liés au secteur immobilier avertissent que le gel d'actifs à une telle échelle peut créer des précédents qui découragent les investissements dans des structures d'entreprises multifacettes, en particulier lorsqu'elles sont associées à des personnalités politiques importantes. Dans le même temps, les juristes soulignent que cette mesure peut servir de cadre réglementaire pour de futures actions civiles contre des conglomérats d'entreprises qui utilisent leur influence politique pour éviter toute responsabilité. Au fur et à mesure que la procédure avance, de nouvelles connexions institutionnelles apparaissent. La Securities and Exchange Commission, SEC, l'agence fédérale qui réglemente le marché des capitaux, a commencé à surveiller de plus près les sociétés cotées en bourse qui entretiennent des relations commerciales avec des entités liées à la Trump Organization. L'intention déclarée est de s'assurer qu'il n'y ait pas de contagion financière ou d'impact comptable sur les investisseurs secondaires. Parallèlement, des commissions parlementaires de la Chambre des représentants ont entamé des discussions sur la nécessité de réviser la législation relative à la transparence patrimoniale des anciens titulaires de fonctions publiques ayant une activité entrepreneuriale active. Ce mouvement montre que l'affaire commence à avoir des répercussions au-delà de la sphère judiciaire, influençant l'élaboration des politiques publiques et la perception du risque réglementaire parmi les investisseurs. Le scénario est donc celui d'une expansion progressive du champ d'impact de la décision judiciaire, avec des effets qui dépassent les frontières du tribunal et se répercutent sur l'architecture institutionnelle dans son ensemble. La divulgation de l'ordonnance judiciaire imposant le gel des avoirs de la Trump Organization a déclenché une série de réactions dans les milieux juridiques, politiques et financiers, révélant différentes façons d'interpréter l'action de la justice lorsque des personnalités publiques franchissent les limites entre fonction publique et intérêt privé. Pour une partie importante des spécialistes du droit et de la gouvernance démocratique, la mesure adoptée par le juge Engoron représente plus qu'une simple mesure conservatoire. Elle constitue un tournant dans un processus de reconfiguration institutionnelle, dans lequel les tribunaux d'État assument un nouveau rôle face à des structures de pouvoir qui perdurent, même après la fin des mandats. Selon cette interprétation, le fait qu'un magistrat impose des restrictions préventives à la gestion des actifs d'une personnalité ayant une forte influence politique, avant même que le jugement ne soit définitif, révèle que les mécanismes de contrôle juridique restent opérationnels, même dans des contextes de forte pression publique, de complexité politique et de mobilisation médiatique intense. Cette mesure serait donc un signe de vitalité institutionnelle, démontrant que la justice étatique est capable d'exercer un contrôle efficace face à des structures de pouvoir, dont la continuité ne dépend pas exclusivement des fonctions publiques officielles. D'autre part, il existe un courant d'interprétation qui adopte une position plus modérée, axée sur la défense de la stabilité normative comme condition indispensable au fonctionnement de l'économie et à la crédibilité du système judiciaire. Les juristes liés à ce groupe s'inquiètent de la portée de la mesure, d'autant plus qu'elle a été prise à un stade préliminaire de la procédure, sans qu'il y ait de jugement définitif et sans qu'il y ait d'accusation pénale correspondante. Dans ce contexte, il souligne que le gel peut être interprété comme une punition anticipée, ce qui affaiblirait la séparation entre les actions de protection de l'intérêt public et les sanctions effectives. La critique, dans ce cas, ne porte pas sur la légalité de la décision, mais sur le précédent qu'elle crée et les risques qu'elle représente pour la prévisibilité des institutions. Les économistes et les gestionnaires avertissent que,
Sur des marchés sensibles comme celui de l'immobilier commercial, des décisions ayant un tel impact peuvent avoir des répercussions négatives sur la confiance des investisseurs et compromettre l'attractivité d'environnements considérés jusqu'alors comme juridiquement stables, comme celui de New York. Une troisième voie d'analyse, moins centrée sur la technique juridique et plus préoccupée par les effets symboliques de la décision, a gagné du terrain parmi les théoriciens du droit constitutionnel et les analystes de la culture institutionnelle. Pour ces chercheurs, le gel des avoirs de Trump doit être lu dans le contexte plus large d'une société en quête de réaffirmation de ses normes fondatrices. En ce sens, la figure de l'ancien président est comprise comme un catalyseur des tensions institutionnelles accumulées, dont la trajectoire a remis en question les limites traditionnelles entre pouvoir et légalité. La décision judiciaire ne serait donc pas seulement une réponse juridique conventionnelle, mais une manière de ramener le système politique et juridique à son axe de fonctionnement, en réaffirmant publiquement qu'aucun agent, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus des obligations imposées par l'ordre juridique. Cette lecture symbolique ne suggère pas une motivation idéologique dans l'acte judiciaire, mais reconnaît que, compte tenu de l'importance de la personnalité impliquée, l'épisode dépasse le cadre habituel d'un litige commercial ordinaire. Malgré des approches différentes, il existe un point de convergence. Toutes les parties reconnaissent que cet épisode inaugure une nouvelle ère dans les relations entre les anciens présidents et le système judiciaire américain. Contrairement aux affaires précédentes, telles que les épisodes impliquant Nixon ou les questions éthiques auxquelles Clinton a été confronté, la controverse actuelle ne porte pas sur des actions liées exclusivement à la fonction, mais sur des pratiques commerciales complexes et à long terme qui ont des liens indirects avec des décisions prises pendant l'exercice du pouvoir. La présence des enfants de Trump parmi les accusés et l'implication d'une structure entrepreneuriale telle que la Trump Organization, très active à l'international, renforcent le caractère inédit de la situation. Le procès ne se limite donc pas à une analyse de la conduite personnelle, mais prend la forme d'une interrogation institutionnelle sur la manière dont le capital s'articule avec le pouvoir politique après le mandat. Parmi les développements les plus spéculés figure l'éventuelle extension de la mesure à des actifs non encore tracés, en particulier ceux situés en dehors des États-Unis. Les spécialistes du droit international expliquent que cette extension dépend d'accords spécifiques entre juridictions et de traités autorisant le partage de données bancaires et des mesures conservatoires réciproques. Bien que ce type de coopération ne soit pas automatique, il est juridiquement viable, en particulier dans les cas où les actifs sont liés à des entreprises multinationales, ayant une structure sociétaire transnationale. Si le blocage est internationalisé, l'affaire cessera d'être un litige localisé et pourra établir de nouveaux paramètres pour les litiges juridiques d'envergure mondiale, efforçant une réinterprétation des limites de la souveraineté juridique et des mécanismes d'exécution transfrontalière des biens. Une autre question importante concerne l'avenir des actifs gelés. Lorsque les biens concernés impliquent des opérations en cours, telles que des complexes touristiques, des hôtels et des projets immobiliers, le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, nommer des administrateurs judiciaires provisoires, afin d'éviter la détérioration du patrimoine ou des pertes opérationnelles. Cette solution implique toutefois des défis techniques et juridiques, exigeant que le pouvoir judiciaire définisse des règles de gouvernance transitoires, les flux de décision, le contrôle des recettes et l'audit des dépenses. En outre, cette mesure peut ouvrir la voie à des litiges parallèles, notamment avec les créanciers, les partenaires commerciaux et les gestionnaires précédemment engagés. L'adoption éventuelle de cette voie n'a pas encore été officialisée, mais le scénario est suivi de près par les analystes du secteur juridique et commercial et par les investisseurs attentifs au sort des actifs menacés de paralysie. D'un point de vue politique, la procédure crée un nouveau vecteur d'exposition pour l'ancien président, avec des implications électorales possibles. Bien qu'il s'agisse d'un litige civil, l'image publique construite autour de la crédibilité entrepreneuriale de Trump pourrait être mise à mal, surtout si le maintien du gel est interprété comme un symptôme d'irrégularité structurelle dans ces entreprises. D'autre part,
Il est tout aussi plausible que le défendeur lui-même utilise cette mesure comme argument narratif pour alimenter la rhétorique de la persécution institutionnelle, se repositionnant comme victime d'un système prétendument manipulé. Cette ambiguïté rhétorique s'est déjà révélée efficace dans des épisodes précédents et, selon toute vraisemblance, elle sera à nouveau exploitée pour mobiliser le soutien politique de segments de l'électorat sensible au discours anti-establishment. Les répercussions ne se limitent pas à la sphère politique ou institutionnelle. Dans le domaine bancaire, les premières conséquences se font déjà sentir. La révélation de comptes non déclarés et de transactions non compatibles avec les registres comptables officiels a conduit plusieurs institutions financières à revoir leur politique de contrôle des risques. Il semble que les banques importantes de la côte aient réévalué leur exposition aux clients ayant des antécédents publics ou des liens avec des personnalités politiques. La tendance est à la mise en œuvre de nouvelles directives de conformité, avec des exigences plus strictes en matière de documentation, de transparence et de contrôle des flux financiers. Ce changement d'attitude pourrait avoir des effets structurels sur les relations entre les anciens dirigeants et le secteur bancaire, ouvrant un nouveau débat sur la discrétion financière, la protection de l'image institutionnelle et la responsabilité en matière de réputation. Sur le plan procédural, la période à venir sera marquée par des enquêtes plus approfondies et des litiges juridiques continus. Avec les biens sous séquestre, l'accusation gagne du temps et de la marge. Pour élargir la portée des enquêtes, en passant au crible les transactions suspectes, les documents fiscaux, les flux sociétaires et les éventuelles opérations de transfert patrimonial qui auraient pu être utilisées pour dissimuler des actifs ou contourner des obligations légales. La défense, quant à elle, devra agir sur plusieurs fronts, en essayant de réduire les effets de la mesure, en contestant la validité des preuves présentées et en proposant des alternatives qui garantissent la continuité opérationnelle des entreprises concernées. Il s'agit donc d'un processus qui devrait donner lieu à de multiples actions dérivées, susceptibles de se prolonger pendant plusieurs années. Dans ce scénario, le rôle de la Cour suprême de l'État de New York revêt une importance décisive. Son action dans les demandes de révision, les audiences sur les mesures conservatoires et les jugements au fond définira non seulement les contours finaux de cette affaire, mais établira également des précédents pertinents sur la manière dont les anciens dirigeants politiques peuvent être traités par le système judiciaire dans les litiges de nature patrimoniale. L'absence de calendrier définitif et le degré de complexité de la documentation impliquée suggèrent que la procédure pourrait s'étendre sur au moins 24 mois. Au cours de cette période, de nouveaux épisodes pourraient émerger, influençant le rythme de la procédure et réorientant l'objet des enquêtes. Ce qui se profile donc, c'est un litige qui transcende le domaine juridique. Le gel des avoirs de la Trump Organization n'est pas seulement une mesure exceptionnelle dans une procédure civile. C'est un épisode qui revêt une importance institutionnelle, un poids symbolique et une portée politique, qui exigent une attention prolongée. Cette affaire met en lumière les limites du pouvoir, les contours de la légalité et les zones d'ombre dans lesquelles opèrent d'anciens titulaires de fonctions publiques ayant une forte influence économique. La manière dont les tribunaux, l'opinion publique et les acteurs politiques répondront à ce défi contribuera à définir non seulement l'issue d'un litige judiciaire, mais aussi les contours d'une nouvelle phase de la démocratie américaine.